Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a encore des personnes en train de s'installer. Vous êtes très nombreux aujourd'hui et on vous en remercie. Session qui affiche complète. Session intitulée « Fragmentation ou pas du commerce international », un sujet sur lequel il s'est passé pas mal de choses ces dernières années. À la suite de la crise sanitaire, il y a la question de la démondialisation qui défrayait la chronique. Et puis, évidemment, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les tensions géopolitiques sont apparues, sont intensifiées, et aujourd'hui c'est bien cette question de la fragmentation de l'économie mondiale qui anime désormais le débat public. Alors, quels sont les développements récents de la mondialisation? Qu'est-ce qu'on observe déjà dans les chiffres? Et qu'est-ce que l'Europe peut faire dans ce contexte de fragmentation? Eh bien, pour en discuter, j'accueille trois intervenants de grande qualité. Isabelle Ben-Sidoun, économiste adjointe au directeur du CEPI. Sébastien Jean, titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, et Denise Unal, économiste au CEPI. Alors, pour commencer, Isabelle, le ralentissement de la mondialisation n'est pas nouveau. Je me souviens, on travaille ensemble depuis longtemps, et dès 2015-2016, tu me disais, on voyait des choses se passer en termes de démondialisation. Donc, il y avait des tendances qui s'observaient déjà avant la crise sanitaire. Quelles sont aujourd'hui les forces qui poussent à cette fragmentation de l'espace mondial ? D'abord, je voudrais vous dire bonjour à tous et vous remercier d'être aussi nombreux à cette session qui est organisée par le CEPI. Beaucoup de monde nous suit en ligne aussi, on les salue. Merci beaucoup. On les salue aussi. Et je voulais aussi remercier Pierre-Pascal Boulanger, qui est juste là devant, d'organiser chaque année ces rencontres. Et c'est l'occasion pour nous de partager avec vous, de partager nos analyses. Alors, Thibault, oui, tu as raison, le ralentissement de la mondialisation n'est pas nouveau. On peut même le dater il y a une quinzaine d'années, juste après la crise financière, lorsque le taux d'ouverture mondial, c'est-à-dire le commerce mondial rapporté au PIB mondial, a cessé d'augmenter, mettant fin à la phase d'hypermondialisation qui se déroulait depuis le milieu des années 90. Avec la crise financière, c'est aussi un moment où les certitudes sur les bienfaits de la mondialisation commencent à s'effriter. On reconnaît que la mondialisation est coupable d'avoir détruit des emplois, alors que jusque-là, c'était plutôt le progrès technique qui était incriminé. On se soucie davantage des inégalités qui se sont développées dans certains pays avec la mondialisation, alors que jusque-là, les préoccupations portaient plutôt sur la pauvreté. Et puis, c'est aussi la période où il y a l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui ne se présente pas comme le plus fervent défenseur du libre-échange, et il va le montrer quand il va accéder au pouvoir. C'est aussi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc des événements, c'est aussi la montée des votes populistes en Europe, donc c'est des événements qui montrent que la mondialisation n'a pas été heureuse pour tout le monde. Et donc, c'est dans ce contexte déjà tendu de questionnement autour de la mondialisation qu'intervient la crise sanitaire qui va venir nous montrer à tous, lorsque les masques, les respirateurs, les médicaments vont venir à manquer, ça va venir nous montrer à tous que les interdépendances sont aussi des sources de vulnérabilité. À partir de là, c'est surtout dans un premier temps, avec la crise sanitaire, c'est les États qui vont s'en soucier et ça va être l'occasion pour eux de prendre conscience que les chaînes de valeur mondiales qui se sont développées pendant cette période d'hypermondialisation dont je parlais tout à l'heure, ces chaînes de valeur mondiales sont terriblement opaques et qu'il va falloir les sécuriser, quitte à faire revenir sur le sol national, ou en tout cas pas trop loin, la production de produits qu'ils estiment être stratégiques. Ensuite, c'est la période post-crise sanitaire qui, là, va faire prendre conscience aux entreprises, avec l'ensemble des pénuries auxquelles elles sont confrontées, qu'elles aussi vont devoir sécuriser leurs approvisionnements et intégrer dans l'équation de leurs coûts le coût du risque et ne plus avoir comme seule boussole la recherche du moindre coût. Donc, voilà, à partir de la crise sanitaire, on est dans un moment de la mondialisation où les préoccupations sur la sécurité, à ce moment-là, des approvisionnements étaient en train de monter, mais il n'y avait pas encore de remise en cause radicale de la mondialisation. Et puis, il y a 2 ans,
eh ben, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui vient à nouveau nous montrer, surtout à nous Européens et en particulier à l'Allemagne, ben, que les interdépendances nous fragilisent, avec les ruptures d'approvisionnement brutales en gaz et la crise énergétique qui s'est ensuivie. Alors, en quoi cette guerre en Ukraine a constitué une rupture peut-être encore plus forte que la crise sanitaire? Alors, la guerre en Ukraine, c'est aussi la révélation que le commerce n'empêche pas la guerre. Et la crainte que cela se produise en Asie, si la Chine envahissait Taïwan, avec des répercussions sur l'économie mondiale qui seraient d'une toute autre ampleur. Je pense aussi qu'avec la guerre en Ukraine, ce qui se produit, c'est que là, on voit qu'il y avait une montée des interrogations, une recherche de sécurité des approvisionnements, et à cela vont s'ajouter les risques géopolitiques, alors qui étaient déjà perceptibles dans le cadre de la rivalité sino-américaine, mais là, c'est un plus grand nombre de pays qui vont en prendre conscience, et notamment les pays européens, avec cette guerre. Donc que les risques géopolitiques deviennent très importants. Et donc, face à ces risques géopolitiques, les premiers à s'en soucier, ça va être les États-Unis, donc par une remise en cause assez sérieuse du cadre de la mondialisation. Donc à partir de là, c'est la sécurité économique qui est pour les Américains le fondement de la sécurité nationale qui va devenir la priorité. Et donc, il va y avoir un certain nombre de décisions qui vont se succéder en 2022, qui vont redessiner les contours de la mondialisation telle que les Américains souhaitent qu'elle se fasse. Donc, on a d'abord, en avril 2022, c'est la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, qui va populariser une recommandation qui avait été faite dans un rapport qui avait été remis à l'administration Biden en juin 2021, un rapport sur les chaînes de valeur mondiales, dont je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient terriblement opaques. Et cette recommandation, c'est de renforcer le commerce, mais pas avec tout le monde, avec les alliés, ceux qui partagent les mêmes valeurs. Donc c'est la politique du friendshoring. Ce qu'on appelle la mondialisation entre amis. Exactement, la politique du friendshoring qui va, à partir de là, animer la politique commerciale américaine. Donc ensuite, au mois d'août 2022, on va avoir la loi sur la réduction de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, qui va venir préciser la manière dont les Américains entendent à la fois lutter contre le dérèglement climatique, renforcer la confiance de la classe moyenne et retrouver leur puissance dans les industries vertes. On a aussi, ce même mois, une deuxième loi qui est promulguée, c'est la loi sur la science et les semi-conducteurs, et qui vise à permettre aux Américains de retrouver leur leadership donc dans cette industrie des semi-conducteurs qui sont indispensables aux technologies du futur. Et puis enfin, en avril 2023, on a Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité de Joe Biden, qui, lors d'un discours, va présenter la cohérence de la démarche, la stratégie américaine. Et donc, pour lui, le constat qu'il fait, c'est que face à un monde qui a déçu, avec son lot d'emplois détruits, avec des industries qui ont disparu, avec les technologies d'avenir qui se sont développées en dehors des frontières et notamment en Chine. Donc plus question, pour relever les défis à venir, de s'en remettre aux anciennes recettes. Et donc ce qu'il va proposer, c'est un nouveau consensus de Washington qui se définit en opposition à l'ancien, qui faisait en fait de la libéralisation, du retrait des États, son principal objectif. Et donc, pour mettre en œuvre ce consensus, ce nouveau consensus de Washington, donc la politique industrielle va en être le pilier, cette politique industrielle qui avait été décriée pendant des années, et la sécurité économique en est sa motivation. Donc plus question non plus pour Jack Sullivan de s'en remettre au libre-échange pour assurer l'avenir. Et donc ça, c'est l'esprit
de la loi dont je vous parlais tout à l'heure, la loi sur la réduction de l'inflation, donc qui s'appuie sur des mesures qui vont à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'elle a aux subventions qui sont accordées dans le cadre de cette loi pour redynamiser l'industrie américaine, eh bien, ces subventions sont assorties de clauses de contenu local qui sont tout à fait interdites par les règles de l'OMC. Tu as beaucoup parlé des États-Unis pour oui. le moment. Aujourd'hui, la thématique du 12e printemps de l'économie, c'est l'Union européenne. Qu'en est-il de l'Union européenne? Est-ce qu'elle s'inscrit également dans ce mouvement de repli? Alors, moi, je n'emploierai pas le terme de mouvement de repli, parce que, à mon sens, ce qui se passe actuellement, c'est plutôt une prise de conscience que dans un monde de tensions géopolitiques, dans un monde où il y a la nécessité de décarboner nos économies, eh bien, on est un peu forcé de changer de logiciel. Et donc, l'Europe n'est pas du tout restée en marge de ce mouvement, bien qu'elle adopte une stratégie qui est beaucoup moins agressive que celle des États-Unis, qui est plus qui est plus défensive qu'offensive, pour elle aussi se protéger des risques et ne pas sortir de la course aux industries de demain. Et je crois qu'en la matière, la commission von der Leyen n'a pas chômé ces dernières années. Il y a de nombreuses dispositions qui ont été prises. C'est l'autonomie stratégique ouverte, c'est le pacte vert, c'est la loi européenne sur les semi-conducteurs. C'est en juin dernier, elle a proposé une stratégie de sécurité économique européenne qui a commencé à prendre forme en janvier dernier avec la volonté d'harmoniser les contrôles des exportations et les investissements étrangers qui entrent en Europe. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la politique européenne, parce que comme tu l'as dit, Sébastien va intervenir plus longuement là-dessus. Et je crois qu'il faut dire aussi que du côté de la Chine, parce qu'on est vraiment dans ça, on parle un peu de ces trois blocs, du côté de la Chine, donc, qui a fondé son développement sur une insertion très forte à l'économie mondiale, mais aussi sur une politique industrielle très active. C'est un peu, quand on parle d'autonomie stratégique ouverte en Europe, c'est un peu ce qu'a fait la Chine. Et donc, en quelque sorte, la Chine, c'est un peu la précurseur de ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Alors, en outre, la Chine, depuis 2015, avec son plan Made in China 2025, cherche elle aussi à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et donc, même si dans les discours, elle fustige les mesures prises par les États-Unis ou par l'Europe, qu'elle qualifie de protectionnistes, alors même qu'elle-même a pris aussi des mesures de restriction des exportations. C'était l'été dernier sur les exportations de gallium et de germanium. À l'automne, c'était sur les exportations de graphite, au motif de la sécurité nationale. Donc on voit qu'on est aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans, dans une mondialisation qui a pris vraiment une forme très différente de celle qui prévalait jusque-là. La sécurité économique est très prégnante, mais aussi les tensions géopolitiques, donc avec le risque que cela conduise à une fragmentation du commerce mondial, à une logique de bloc, dont Denise va nous dire si on l'observe déjà dans les statistiques, sachant qu'il se pourrait très bien que ce ne soit pas encore le cas, parce que ces mesures ont été prises quand même il y a très peu de temps, moins de 2 ans. Voilà. Merci Isabelle, merci d'avoir fait la transition. Je passe directement la parole à Denise. Donc, que nous disent les chiffres des flux commerciaux? Est-ce qu'on observe déjà les tendances décrites par Isabelle? Isabelle a raison, ça va prendre un peu de temps à se refléter dans les chiffres. Ce qu'on constate pour le moment, ce sont des prémices. Où est-ce qu'on constate? D'abord, il y a une question de notion, c'est intéressant. Ici, nous parlons de fragmentation, en se référant à la fragmentation géopolitique. Mais lorsqu'on considère les chaînes de valeur, ce qui va se passer, ce qu'on attend à ce qui se passe, c'est une défragmentation des chaînes de valeur au niveau global. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ces chaînes de valeur ont été spatialement tellement fragmentées
Hein, les éléments d'une voiture, jusqu'à présent, viennent du monde entier. Quand on regarde une automobile, par exemple, Ford, dans les années 70, ce n'était pas du tout le cas. Et c'était en grande majorité américain. Maintenant, pour tous les pays, ces éléments-là viennent du monde entier. Et donc, on s'attend à une défragmentation des chaînes de valeur de façon à ce que ça devienne plus vertical, les processus productifs, plus concentrés géographiquement. Alors, ça peut être concentré dans les pays et ça peut être concentré dans les régions ou bien dans des pays alliés, bien que loin géographiquement. Par exemple, ça peut être le cas au hasard entre l'Europe et le Japon. Mais on s'éloignerait de plus en plus de la Chine. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est pour mesurer les chaînes de valeur, la mesure la plus usuelle à laquelle on se réfère, c'est la part, par exemple, dans les exportations d'un pays, la part de la valeur ajoutée nationale. Qu'est-ce qu'on exporte dans la valeur des exportations? Qu'est-ce qu'on exporte qui vient de l'intérieur du pays? Il faut dire que cette part, au niveau global, au niveau mondial, ça n'a cessé que de diminuer. La part des demandes, des productions domestiques exportées a diminué dans les exportations globales jusqu'en 2022, y compris jusqu'en 2022. Mais une étude toute récente de l'OCDE, qui est intéressante parce qu'elle prend en compte l'OCDE comme un bloc, montre qu'en 2023, les exportations de l'OCDE incarnent plus de valeur ajoutée de la zone OCDE même. Et les économistes de l'OCDE ont pu aussi regarder un peu les grands émergents pour lesquels ils ont des statistiques. C'est le cas. Donc, les chaînes de valeur commenceraient à être défragmentées de manière à incarner plus de produits, dans le cas de l'OCDE, de la région OCDE, enfin de l'ensemble OCDE. Mais on est donc au balbutiement. En revanche, si on considère par exemple du point de vue sectoriel un secteur emblématique qui est électronique, je mettrai même l'ensemble électrique et électronique, eh bien ce secteur a été quand même très touché dans un premier temps par les décisions de Donald Trump de fermer la porte aux exportations américaines, aux importations américaines vis-à-vis de la Chine, de réduire par des droits de douane et par des mesures aussi de rétorsion, notamment vis-à-vis de la très grande entreprise Huawei chinoise. Et ça a eu un impact fort. On a vu même au niveau mondial le volume des flux, par exemple, dans les semi-conducteurs, baisser fortement entre 2017 et 2018. Et par la suite, il y a eu un réalignement, parce que la Chine investit dans son entourage, dans ce secteur en particulier, des chaînes de valeur, et que c'est la part donc, de ces échanges dans le commerce mondial et la part de la valeur ajoutée asiatique dans ces échanges a remonté. C'était plus la Chine, mais Chine au travers les autres pays. Pareil, par exemple, on a fait grand cas du fait que le Mexique devienne désormais le premier pourvoyeur des États-Unis à la place de la Chine qui est devenue en second rang. Mais quand on regarde de près, on voit, en particulier dans les automobiles, en réalité, ce sont les voitures exportées depuis le Mexique, qui jouent beaucoup dans ça, sont dues aux investissements chinois. Donc c'est un peu complexe, hein, ces réalignements. Mais on va sans doute petit à petit vers cela, mais ça ne va pas être facile.
Si je prends par exemple le cas de produits électriques et électroniques, hein, il faut dire que 60% du commerce mondial, c'est un commerce intra-asiatique. Donc avant même qu'on détourne tous ces plis, ça va prendre du temps. Et lorsqu'on considère les semi-conducteurs, ce pourcentage est 80%. Alors, ce n'est pas facile et ce n'est pas forcément la Chine qui joue le plus grand rôle. Effectivement, Taïwan est important, mais aussi d'autres pays comme Vietnam. Alors, détourner des grands circuits de production, ça prendra du temps. Alors justement, à partir de ces petits balbutiements, de ces signaux faibles qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut anticiper, avec bien sûr de la prudence, à court, moyen et long terme? Voilà, c'est là que je vais demander à notre ami, je me déplace pour pouvoir passer juste quelques illustrations comme ça. Alors je me suis amusée à prendre l'hypothèse des 3 blocs d'emblée, bêtement, juste géopolitiquement, pour un peu considérer des grands flux. Là, j'ai pris une triade, hein, j'envisage une triade au niveau mondial, avec d'un côté les pays de l'OTAN et leurs partenaires solides, hein, comme le Japon, la Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. De notre côté, la Chine et ses partenaires. Je mets évidemment dedans la Russie, la Biélorussie, l'Iran, Hong Kong, Corée du Nord et Venezuela. C'est moins connu, mais c'est un pays qui est extrêmement sanctionné par les États-Unis et très proche de la Russie. Et puis le reste du monde, hein, qu'on pourrait dire des multi-alignés. Avant, on parlait des non-alignés. Maintenant, on est dans une période assez transactionnelle au niveau du commerce international. C'est donnant-donnant. On a bien vu avec la guerre en Ukraine, le positionnement des pays du Golfe, par exemple, du point de vue énergétique, c'était vraiment multi-aligné des deux côtés. Alors, quand on considère le monde comme ça, voyons, est-ce que ça marche? Voilà. J'ai mis dans une de mes illustrations la somme en milliards de dollars des exportations et des importations hors intra-bloc. Et de notre côté, j'ai mis aussi des flux au sein des blocs, de ces 3 blocs. En simplifiant, vraiment, on a des flux en valeur. Ce qu'on constate, donc d'abord, comme on disait, la globalisation avait fait que dans la première moitié dans les années 2000, le commerce mondial avait beaucoup augmenté. Là, on voit bien en valeur. Et ensuite, on entre dans une période un peu de transition où ça s'est arrêté pour les 3 peu. Ensuite, les flux repartent, d'autant plus qu'il y a de l'inflation. Là, je suis en valeur. Mais ce que je constate ici du premier graphique, c'est que l'OTAN et compagnie, hein, ce bloc que j'appelle l'OTAN et compagnie, a une part dans les échanges extra-zone aussi importante que l'ensemble des multi-alignés. Plutôt, c'est les multi-alignés, donc leur part est aussi importante. Le bloc Chine et compagnie arrive en 3e position. Mais ce qui est intéressant pour l'autonomie des 3 blocs, c'est de considérer globalement les flux intrazones. Les flux intrazones de l'OTAN et compagnie sont aussi importants que ces flux à l'extérieur de la zone, ou vers l'extérieur de la zone. Ça donne une certaine autonomie. Évidemment, quand on est dans des produits critiques ou qui peuvent être ponctuellement, d'une manière très forte, produits quelque part, on n'a pas autant d'autonomie. Mais au futur, il est vrai que ces pays généralement avancés, ce bloc-là, a de quoi tenir en cas d'une fermeture complète des frontières. Mais toujours est-il, comme on parlait dans le cas de l'électronique, mais dans le cas énergétique aussi, la zone des multi-alignés au sein de laquelle on échange d'une manière nettement moindre, eh bien là, on aura besoin de cette zone-là. Alors, oh oui, pardon, il faut que je aille là.
Là-dessus, j'ai essayé de regarder les avantages vraiment par très grand stade de production des deux zones qui pourraient être belligérantes, d'un côté l'OTAN et compagnie, de l'autre côté Chine et compagnie. Ce que je constate dans mes graphiques, quand je suis au-dessus de 0, j'ai des avantages comparatifs et en deçà, j'ai des désavantages comparatifs. Je vous passe le détail de l'indicateur, mais les pays avancés de l'OTAN ont toujours conservé, là je suis depuis 1996 jusqu'en 2022, des avantages comparatifs, des points forts dans les produits intermédiaires. C'est là leur force. Et tandis que dans les produits finals, que sont les produits de consommation ou d'équipement, ils étaient en équilibre et ils ont diminué leurs avantages comparatifs. Maintenant, ils sont en désavantage. Alors, le point fort, depuis avant la guerre de l'Ukraine, les États-Unis s'est mis à traduire énormément de produits énergétiques, notamment du gaz et du pétrole de schiste. Grâce à ça, la diminution des déficits américains et ensuite sa fourniture, notamment avec la guerre en Ukraine, de ses alliés énergétiquement, a changé la donne dans les avantages comparatifs du bloc, qui commence à devenir autosuffisant. Mais est-ce que environnementalement et autres, c'est vivable? Non, ils ont encore besoin des pays non alignés pour importer leurs produits énergétiques. Et alors, enfin, pour la Chine et compagnie, les produits énergétiques, c'est le principal des avantages comparatifs, mais ici, on ne voit pas encore les effets de l'Union Russie-Chine. Et surtout dans les statistiques du commerce international, le gaz naturel est très mal renseigné. Sans doute, eux aussi, ils vont avoir une certaine autonomie. Mais en tout cas, cette zone a plutôt ses avantages comparatifs dans des biens d'équipement et de consommation. Avant, c'était la consommation, c'était le textile, l'électronique grand public. Maintenant, c'est dans les biens d'équipement qu'ils sont devenus forts. Et je pense que ces deux grandes zones vont devoir recourir donc au reste du monde qui est multi-aligné, et ça va être la course à qui arrive à tirer les pays multi-alignés vers soi. Alors, et au fait, on peut aller voir, pour se donner et finir même des perspectives là-dessus. Attendez. Voilà. Alors, c'est un graphique démographique qui met en exergue encore plus l'importance des pays multi-alignés. Quand on considère actuellement l'évolution de la population mondiale en 3 blocs, on est, j'arrive plus à voir, voilà, les multi-alignés actuellement représentent 62% de la population mondiale. Et aussi bien les pays de l'OTAN et leurs partenaires que la Chine et ses partenaires sont des zones vieillissantes, et la Chine et ses partenaires sont encore plus vieillissantes que la zone l'OTAN et compagnie. En contrepartie, les pays multi-alignés, en particulier ceux de l'Afrique, ont une croissance démographique dynamique. Et à l'horizon très longtemps, en 2100, ils représenteraient, selon les prévisions, 80% de la population. Ça, c'est pas qu'une affaire de population tout court. Et ensuite, il faut voir au sein de la population, quelle est la population active, quels sont les gens qui sont aptes à travailler. Donc, existent les enfants et les vieilles personnes. Et là aussi, les perspectives, quand on regarde par tranche d'âge, que la population active de la Chine et de l'OTAN et compagnie
pour la Chine, ça va diminuer jusqu'à seulement 50% de la population, la population active va représenter seulement la moitié, et l'autre moitié va être composée surtout des vieilles personnes, des personnes âgées, et la situation est à peine moins différente dans l'OTAN et compagnie. Alors donc, on a besoin des mutuelles alignées dans la globalisation future, soit en termes de commerce international, soit en termes de migration. Voilà, merci Denise. Donc effectivement, merci pour cette présentation. La démographie, donc, qui sera le facteur clé de l'avenir de ces chaînes de valeur mondiales. Avant de passer la parole à Sébastien, j'en profite pour saluer les lycées, les universités qui nous suivent à distance. Alors, je ne pourrais pas toutes les citer, c'est très nombreux, ils sont très nombreux. Le lycée La Loquidie, La Salle à Nantes, également les lycées Hoche et Émile de Breteuil à Versailles, également l'Institut Notre-Dame à Nice, le lycée Kléber à Strasbourg, et puis également à l'étranger, le lycée d'Athènes, l'université de Malaga, l'université d'Abidjan et enfin l'établissement supérieur de Swansea au Pays de Galles qui nous suit d'ailleurs depuis le début de la semaine. On les salue, on les remercie. Alors Sébastien, on a un petit peu parlé de l'Union européenne, de sa stratégie dans ce contexte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour compléter ce que Isabelle disait au début de cette table ronde? Je vais essayer, oui. Bonjour à tous. La situation qu'on vient de décrire de différentes façons, ces recompositions de la mondialisation, elles sont lourdes de défis pour l'Union européenne pour différentes raisons, que je peux résumer très brièvement de la façon suivante. D'abord, on a une montée des tensions géopolitiques. On sait bien que l'Europe n'est pas un État, elle n'est pas taillée pour les rapports de force politique. Ensuite, on a l'urgence de la transition écologique, hein, et on en a fait le centre finalement de notre stratégie en Europe au travers du Pacte vert. Ensuite, on a une sorte de désagrégation un peu d'un ordre multilatéral qui se manifeste par des pratiques de nos partenaires qui, à bien des égards, sont des entorses aux engagements internationaux qu'ils ont pris. Quatrième point, on a une crise énergétique qui est avant tout une crise européenne parce qu'on a eu la naïveté, on parle souvent de naïveté pour l'Europe, moi je l'emploie dans un sens un peu différent du sens habituel. La naïveté pour moi principale en Europe, ça a été de se mettre dans la main de la Russie pour l'approvisionnement en gaz, en particulier pour l'Allemagne et pour un certain nombre d'autres pays. Aujourd'hui, on paie le prix de ça. Et le prix de ça, ça a été une envolée des prix de l'énergie en 2022. C'est un peu retombé depuis, mais c'est aussi la perspective pour la décennie qui vient d'avoir durablement des prix de l'énergie beaucoup plus élevés que ceux des États-Unis, notamment parce qu'on ne peut plus avoir ce gaz pas cher depuis la Russie. Et puis le dernier point, le dernier défi pour l'Europe, c'est qu'on est à une période de rupture technologique très forte, pour essentiellement deux raisons. La transition écologique qui demande de revoir complètement les fondements énergétiques de notre modèle industriel et économique. Et d'autre part, la deuxième révolution numérique qu'on peut appeler, pour faire court, la révolution de l'intelligence artificielle. Tout ça, ça chamboule les forces, ça chamboule les marchés internationaux. L'exemple peut-être le plus parlant pour réaliser ce qui est en train de se jouer, c'est le marché de l'automobile. On a beaucoup commenté le fait que la Chine est devenue le premier exportateur d'automobiles l'an dernier. C'est très frappant parce que l'automobile, c'est vraiment le cœur, la colonne vertébrale, je devrais dire, de l'industrie européenne et de la force de l'industrie européenne et de la force commerciale européenne. Pire que ça, dans le commerce bilatéral d'automobiles avec la Chine, où on était structurellement excédentaire, on n'est pas encore déficitaire, mais ça nous pend au nez, j'allais dire d'une certaine façon. Et ce qu'on voit bien, surtout, c'est que sur les véhicules électriques, qui sont l'avenir, qui en plus est la perspective qu'on s'est nous-mêmes fixée de manière réglementaire obligatoire à partir de 2035, on est pour l'instant complètement dépassé par les Chinois, par leur capacité technologique. Et aujourd'hui, si vous voulez, à qualité équivalente, on produit des véhicules électriques en Chine à peu près 25 à 30% moins cher que ce qu'on fait en Europe. Donc, ça fait quand même une liste de défis absolument intimidante, absolument préoccupante pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je veux dire, il ne faut pas croire que l'Europe est statique par rapport à tous ces défis. Il y a eu beaucoup de changements depuis
au moins 6, 8 ans, je dirais, dans la façon, et même une dizaine d'années au fond, dans la façon dont on appréhende nos relations économiques et commerciales et dans la stratégie qu'on essaie de développer. Je crois que ce qui est le plus parlant, finalement, dans la période récente, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est en train de discuter, Isabelle l'a un peu évoqué tout à l'heure, une stratégie de sécurité économique. Il y a encore 3 ans, ça serait venu à personne, à l'idée de personne, de parler de sécurité économique, enfin personne dans les hautes autorités européennes, disons. Aujourd'hui, on a une stratégie économique qui est en discussion. Elle n'est pas finalisée, elle est en discussion. Et je pense que c'est un bon point de départ pour comprendre ce que peut faire l'Europe. Cette stratégie, elle s'organise autour d'un triptyque en 3 P, parce qu'on aime bien les slogans qui claquent, qu'en français, on pourrait appeler promotion, partenariat, protection. À chacun, je vais revenir sur chacun de ces éléments, et pour chacun, il y a des défis importants, évidemment. Promotion, ça veut dire que dans un environnement où on a des partenaires ou des rivaux qui mettent en œuvre des politiques industrielles très puissantes, très fortement dotées, on doit aussi, nous, se poser la question de savoir comment est-ce qu'on promeut notre industrie. D'autant plus que si on veut faire la transition écologique, et c'est une urgence, on voit bien que le rôle de l'État est majeur, qu'il y a des marchés à créer, il y a des infrastructures à créer, il y a des ruptures technologiques à financer. Et ça pose beaucoup de défis à l'Europe. Pourquoi? Parce que, d'une part, une fois encore, l'Europe n'est pas un État, donc elle a besoin de se coordonner. S'il y a des interventions de l'État, elle a besoin de se coordonner. Elle n'a pas les mêmes capacités financières que nos partenaires, parce qu'on n'a pas le dollar comme les États-Unis qui permet un endettement, une capacité d'endettement extérieur extrêmement importante pour les États-Unis qu'on n'a pas en Europe. On n'a pas non plus la situation chinoise que je n'envie pas, hein, mais qui est basée, pour le dire très vite, en partie quand même sur la répression de la consommation des ménages. Hein. En Chine, la part de la consommation des ménages dans le revenu global, c'est à peu près 40%, c'est même inférieur à ça. C'est de l'ordre de 55% aux États-Unis, 70% chez nous. Donc, bon, les ménages le payent. Je ne pense pas qu'on ait envie, la plupart d'entre nous, de baisser notre niveau de revenu de d'un tiers, juste pour faire en sorte qu'on puisse répondre à ces défis extérieurs. Mais c'est une réalité. Ça leur donne une puissance financière que nous n'avons pas, et qui plus est, on a besoin de se coordonner. On a aussi une situation un peu paradoxale, c'est qu'on dit souvent le financement, on a du mal à financer le risque, financer l'innovation, à financer les investissements de la transition écologique, notamment, et tous ces investissements pour la rupture technologique, ce qui est un peu paradoxal parce que l'Europe est un continent épargnant. L'Europe a beaucoup d'épargne. C'est la raison pour laquelle il y a autant de discussions autour de l'union des marchés des capitaux. Donc ça, c'est l'aspect promotion. Ensuite, il y a l'aspect partenariat. On voit à quel point c'est controversé. Aujourd'hui, on est à quelques jours du refus de la ratification du CETA au Sénat. On voit à quel point c'est controversé dans le modèle classique des accords de libre-échange. Mais quand on réfléchit sérieusement aux défis que je viens de présenter, on est quand même amené à se dire assez vite que ce n'est probablement pas des défis qu'on peut tous affronter seuls. Il faut se poser la question de comment on se coordonne avec nos partenaires. Simplement, probablement qu'il faut le faire autrement que ce qu'on a fait dans le passé. Moi, en particulier, s'agissant des accords commerciaux, d'une part, je pense qu'il faut complètement séparer ce qui est accord de voisinage, où là, on essaie de construire un bloc, on essaie d'exporter notre soft power, de certaine façon, notre réglementation, et de construire des liens très solides avec les voisins. Et puis, avec les pays plus distants, on a des amis, nous aussi. On ne fait pas forcément du friendshoring, comme disent les Américains. Mais en fait, je pense qu'on est obligé aujourd'hui de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on consolide l'amitié économique et qu'on en fait un ferment d'une consolidation, par exemple, de notre approvisionnement en minerais critiques, ce qui est un point clé pour la transition écologique et les nouvelles technologies qu'on doit déployer. Et puis, le dernier élément, même si l'Europe a toujours, et je pense pour de bonnes raisons sur lesquelles on peut revenir, affirmer sa volonté de rester ouverte, c'est protéger. Protéger quand on est dans une situation de concurrence que l'on estime déloyale. Tout est là, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas accepter la concurrence déloyale. Mais on n'est pas toujours d'accord, en revanche, pour conclure sur le caractère déloyal ou pas d'une concurrence donnée. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a développé, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça fait des années qu'on parle de ces éléments, on a développé toute une batterie d'instruments en Europe pour lutter contre la concurrence déloyale.
un instrument pour essayer de réintroduire une symétrie dans les marchés publics, pour rendre nos instruments de défense commerciale, anti-dumping, anti-subvention, clause de sauvegarde, plus réactifs, plus faciles à utiliser, plus puissants, pour filtrer les investissements directs et étrangers entrant sur des motifs politiques, pour coordonner nos contrôles à l'exportation, pour empêcher que des subventions étrangères ne perturbent le marché interne. Je dirais au fond, on a mis plein de choses dans notre boîte à outils aujourd'hui. Et aujourd'hui, le maçon est au pied du mur, il faut montrer qu'on sait s'en servir et qu'on sait s'en servir de façon efficace. Et je termine là-dessus en disant que je pense qu'aujourd'hui, on a 2 tests en cours qui sont majeurs pour montrer si oui ou non on arrive à utiliser cette boîte à outils efficacement. Le premier et le plus connu, c'est l'enquête anti-dumping, anti-subvention, sur les véhicules électriques chinois. Est-ce qu'on est capable avec 2 défis derrière, est-ce qu'on est capable véritablement de trouver l'information, disons, de mener l'enquête de façon suffisamment approfondie pour avoir un tableau complet, exhaustif de ce que sont vraiment les aides publiques en Chine à ce secteur? Premier défi. Et le deuxième, peut-être le plus difficile, est-ce qu'on est capable politiquement de s'affronter à la Chine sur un sujet central comme celui-là? Et je pense qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, il faut sortir de l'état d'esprit où on se dit qu'il faut éviter les représailles. On n'évitera pas les représailles. Enfin, si on part dans cet état d'esprit, plus exactement, on ne fera rien. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est se demander comment est-ce qu'on fait pour dissuader les représailles. Donc, y compris, par exemple, faire en sorte que les entreprises victimes ou les pays victimes des représailles soient compensés d'une façon solidaire en Europe, y compris en centralisant plus la gouvernance pour essayer d'être moins en prise à des stratégies de diviser pour mieux régner de nos partenaires. On voit bien aujourd'hui, la Chine a ouvert une enquête anti-dumping sur le cognac, c'est une vaste plaisanterie, c'est un bien de luxe. Moi, j'aimerais bien qu'on me fasse du dumping sur le cognac, que je puisse l'acheter à moitié prix, mais enfin, ce que je vois dans les magasins, c'est pas ça quand même, et les Chinois encore moins. Donc, c'est, je veux dire, une enquête comme celle-là, c'est manifestement une réponse politique. Donc, il faut que nous, on ait aussi une approche plus politique. Merci beaucoup Sébastien. Il nous reste quelques minutes pour prendre une question ou deux dans la salle. Est-ce qu'il y a des volontaires? Si vous avez des questions, levez la main. Levez-vous. Vous avez une question? Allez-y, le micro tout en haut. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Déjà, pour revenir sur l'idée de concurrence déloyale, vous l'avez assez bien montré et je voudrais l'illustrer. Vous avez parlé de la concurrence déloyale, du coup, et on a vu que, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait l'entreprise Siemens qui n'a pas pu racheter une autre entreprise afin de pouvoir concurrencer le marché mondial et notamment la Chine. Et du coup, au final, a été racheté par une entreprise canadienne. Et du coup, ça illustre bien ce que vous montrez. Répondez. Absolument. Alors, vous avez une très bonne question, au fond, que je formulerai de la façon suivante. C'est comment est-ce qu'on articule les politiques dont je viens de parler, notamment politique commerciale et politique industrielle, avec la politique de concurrence. Il y a eu beaucoup de dossiers qui sont un peu emblématiques de ça. Peut-être le plus emblématique, je ne crois pas que c'est celui auquel vous faisiez référence là, mais récent qui concernait aussi Siemens, c'était la fusion entre Alstom et Siemens. Et à chaque fois, effectivement, ça pose la question de savoir si on n'est pas naïf en empêchant de constituer des champions nationaux. Je pense qu'on a vraiment une question de cohérence qui est un défi de cohérence là-dessus. Et justement, ce dossier Alstom-Siemens, pour moi, il est assez emblématique de ça, avec la question de savoir si on a absolument besoin de faire des entreprises de plus en plus grosses pour être performants au niveau mondial, mais en même temps, comment est-ce qu'on fait pour maintenir une certaine concurrence en Europe, sachant que c'est indispensable pour l'innovation, c'est indispensable aussi pour limiter le coût de l'investissement public. Et typiquement, dans des entreprises du secteur ferroviaire comme ça, c'est essentiellement des entreprises qui fournissent les marchés publics et qui fournissent l'État, des commandes publiques.
Et donc, on veut maintenir la concurrence. Donc, c'est un équilibre difficile. On a une politique de concurrence en Europe qui est plus efficace, qui est plus restrictive aussi que celle même qu'ont les Américains, alors que pourtant on les a pris comme modèle. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit un handicap si, en tout cas, on a la bonne approche de définition des marchés et on essaie de l'affiner. Et je ne pense pas non plus que c'est en faisant des entreprises plus grosses que les entreprises chinoises qu'on va arriver à être plus performant qu'eux. Et il faut bien d'ailleurs souligner qu'en Chine, il y a ce paradoxe où il y a à la fois des entreprises mastodontes sur certains secteurs, mais il y a aussi beaucoup de concurrence qui est maintenue. Voilà, donc ma réponse, elle est pas univoque, disons, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait de réponse simple et qui puisse couvrir tous les cas là-dessus, si ce n'est de dire qu'il faut être cohérent. On a besoin à la fois de maintenir la concurrence chez nous et en même temps de prendre en compte de façon adaptée des pratiques de nos partenaires pour essayer de trouver l'échelle adaptée pour nos entreprises. On va prendre une dernière question. Monsieur, tant que vous êtes là, je vais vous passer mon micro. C'est bon. Pour la proposition de micro, mais il arrive. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Puis sur les indicateurs chiffrés aussi, je trouve que c'est vraiment pertinent parce que ça remonte des indicateurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de repérer et donc ça éclaire les décisions. Ma question est sur la souveraineté, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté numérique dans tous les champs, et en même temps on parle beaucoup de transition. Et donc pour assurer ces phénomènes de transition, et je vois le principal mécène qui s'appelle Omnes Éducation, ne parle-t-on pas assez de souveraineté de qualification, c'est-à-dire de souveraineté de l'emploi, c'est-à-dire dans les centres qui vont aborder les transitions, qu'en est-il de la souveraineté du choix des nouveaux métiers et quelque part de localiser ces choix? Bien dire un mot. Je pense que c'est effectivement un problème qui se pose, et pas seulement ici en Europe, mais aux États-Unis également. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table pour retrouver une certaine souveraineté, et notamment sur les semi-conducteurs. Et le Japon fait aussi exactement la même chose. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'effectivement, donc TSMC, l'entreprise taïwanaise, est allée s'installer, a bénéficié de subventions au Japon, s'est installée et tout se passe très bien. En revanche, quand ils veulent s'installer aux États-Unis, ils ont aussi là beaucoup d'argent, mais ils ne trouvent pas la main-d'œuvre qui a complètement disparu ces dernières années, parce que dans les semi-conducteurs, les Américains ont continué, bien entendu, à être leaders sur la conception des semi-conducteurs, mais la fabrication ne se fait plus du tout sur le sol américain. Donc quand on décide de rapatrier cette fabrication sur le sol, eh bien effectivement, on se retrouve confronté aux difficultés de ce qu'on a laissé faire pendant des années. C'est-à-dire à la fois les industries ont disparu, mais bien évidemment aussi les emplois qui étaient, ou la formation qui était associée à ce type d'industrie. Denise, pour finir. Voilà, effectivement, quand on parlait, c'est essentiel, quand on parlait de l'Asie, en prenant les semi-conducteurs et tout ce qui est produit électrique et électronique, c'est une affaire vraiment d'éducation, de qualification. Ils ont fait les Asiatiques depuis maintenant près de 40 ans, ils ont investi. Et actuellement, il nous est impossible, dans les pays de l'OTAN, si j'ose dire, d'arriver à leur niveau d'une manière très rapide. Au niveau démographique, ok, mais aussi au niveau de l'implication du public. Ce n'est pas des entreprises toutes seules qui sont arrivées en Asie. C'était toujours allié à des stratégies publiques d'État d'éducation. Voilà. Merci beaucoup, Denise. Cette table ronde touche à sa fin. Reste à remercier nos intervenants. Et puis vous, bien sûr, merci de nous avoir suivis aussi nombreux ici au CESE et également à distance via YouTube, LinkedIn Live, etc. Merci encore, bonne journée.